regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec. Bonsoir. Bonsoir, mesdames, messieurs. Comme d'autres avant nous, nous trouvons l'exercice précipité et ne permettant pas de mettre le dossier des hydrocarbures au Québec dans le bon chemin. D'ailleurs, comme le disait le géologue Pierre-André Bourque en 2004, je cite, « Il devient important de donner l'heure juste aux citoyens sur le sujet des hydrocarbures, car il est illusoire, à notre avis, de penser que le gouvernement du Québec pourra aller de l'avant dans l'exploration et une éventuelle exploitation sans que la population soit bien au fait des enjeux. Il y a, croyons-nous, un important travail pédagogique à réaliser, faisant référence à la peur épidermique du citoyen face à tout ce qui est appelé hydrocarbures. » Ce sont les mots de M. Bourque. Je vous rappelle qu'en 2004, on ne parlait pas encore de fracturation hydraulique au Québec et de gaz de schiste. Bref, selon nous, après les 3 BAP, les 2 EES, les 2 récentes commissions sur la politique énergétique, on constate encore avec le présent exercice que le gouvernement ne donnera pas l'heure juste aux citoyens et ne pourra rétablir un lien de confiance suffisant avec ce citoyen, qu'il soit impliqué comme ceux que nous représentons et dont certains sont ici, ou non, comme ceux qui ignorent votre présence ici à Bécancour. Quelques mots, permettez-moi, sur le regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec. Nous sommes un regroupement de comités citoyens ayant des assises locales au niveau municipal et qui, après avoir mené la bataille des gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent, avons élargi notre lutte aux hydrocarbures fossiles, à leur extraction d'abord, puis dans la foulée des projets d'inversion de l'oléoduc d'Enbridge et d'Énergie-Est, à leur transport, qu'importe le mode de transport. Notre position sur les hydrocarbures fossiles est limpide. Nous militons pour 1. L'interdiction de la fracturation des roches sur le territoire du Québec et dans le golfe du Saint-Laurent, quelle que soit la roche, quel que soit l'hydrocarbure et quel que soit le procédé. Et nous demandons un moratoire sur tout développement de ressources dites non conventionnelles. 2. Nous militons pour l'interdiction de tout nouveau pipeline ou toute autre infrastructure de transport ou autre, favorisant ou sous-tendant un accroissement de l'extraction des hydrocarbures d'origine fossile. Alors que plusieurs de nos groupes amorçaient la rédaction de mémoire, se tenait il y a quelques jours la 7e rencontre annuelle de l'Association pétrolière et gazière du Québec. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Pierre Arcan, accepte l'invitation de l'association et déclare, le 9 novembre, que, je cite, « Le Québec aura avantage à tirer profit de son potentiel en hydrocarbures », en ajoutant, je cite, « tout en respectant l'environnement ». Formule éculée à souhait et que nous avons entendue d'ailleurs de sa bouche en 2010 lors du premier BAP sur le gaz de schiste. Il ajoute « Nous avons un marché du carbone, donc nos émissions de gaz à effet de serre doivent diminuer. C'est fondamental », ajoute-t-il, dans une formule pouvant plonger dans la perplexité toute personne de bonne volonté. Le ministre de l'Énergie nous rappelle ensuite que nous allons consommer des hydrocarbures pour au moins les 30 prochaines années. Pourquoi affirmer une telle chose? Et pourquoi 30 ans? Pourquoi plutôt ne pas nous entretenir de la durée de la transition et d'un plan de sortie détaillé des hydrocarbures? Tout le processus de cette EES, amorcé dès l'arrivée du gouvernement Couillard, semble cousu de fil blanc et les jupons et les combines dépassent de partout. Le ministre Pierre Arcan ne voit pas non plus de contradiction entre soutenir le développement des hydrocarbures et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Plusieurs politiciens ont récemment adopté l'idée que l'on peut concilier économie et environnement. Pourtant, le 12 novembre, sur les ondes de Radio-Canada, le biologiste Claude Villeneuve disait de cette idée, et je le cite, « C'est vraiment du discours antédiluvien. C'est aussi dinosaurien que les conservateurs pouvaient l'être. » La présente consultation tient du malentendu. Dès son annonce le 16 octobre, le ministre Arcan affirmait respecter son engagement de consulter la population et d'engager un dialogue ouvert et constructif sur la question des hydrocarbures. Comment peut-on engager un dialogue ouvert sans rencontre au préalable et en accordant un seul mois pour discuter d'un dossier aussi crucial pour les générations à venir? 1 mois de délai, 30 heures de dialogue au total, dans 7 municipalités sur les 1100 que compte le Québec. Comment construire avec si peu? On peut se le demander. Pour ne pas être en reste, le ministre de l'Environnement, David Hurtel, affirmait ce même 16 octobre
vouloir, je cite, « assurer une qualité de vie à nos enfants ». La présente AES tient mal la route. Des spécialistes du domaine ont fourni quelques arguments le prouvant. Pour nous, les groupes citoyens, ce n'est pas une question d'arguments, mais de sentiments. Depuis 2011, dès l'annonce de la première AES sur le gaz de schiste, nous ne faisons que constater que les citoyens sont très peu considérés dans le processus. En 2011, nous assimilions les AES à un cheval de Troie, et force est de constater que le ver dans la pomme a fait des petits. Indépendamment de nos revendications, le gouvernement pourrait-il écouter les citoyens que nous représentons, en apparence normaux et en santé? On se targue d'écouter la population, mais lorsqu'elle s'exprime, on se bouche les oreilles. Cette façon de faire du gouvernement actuel et des gouvernements précédents met en rogne les citoyens intéressés par les dossiers touchant les hydrocarbures. On fait semblant de les écouter, mais on ne tient pas compte de leur avis et on ne répond pas à leurs questions. Et lorsque représentants, experts ou commissaires le font, on sent plus souvent qu'autrement la dérobade ou les compétences, sinon les deux. Des études manquantes et des études bâclées, voilà ce que nous avons encore devant nous. Nous sommes en complet désaccord avec la Fédération des chambres de commerce lorsqu'elle affirmait hier qu'avec son évaluation environnementale stratégique qu'il a commandée l'an dernier, Québec dispose aujourd'hui de tous les leviers nécessaires et de toutes les informations pertinentes pour baliser et encadrer l'exploitation des hydrocarbures. Donnons quelques exemples. Dans l'étude GTEC 03, nous retrouvons à la page 26. Pour les distances séparatrices, nous suggérons d'établir des distances minimales entre les forages d'hydrocarbures et les zones à risque. Les distances proposées par les différentes juridictions sont globalement similaires. Nous suggérons donc de suivre, par exemple, celles proposées par l'Alberta ou la Colombie-Britannique. Évidemment, le dossier est complexe, mais le voir résumé ainsi montre bien que cette étude ne vise qu'à établir rapidement des règles pour une loi habilitante sur les hydrocarbures, et non pas à éclairer scientifiquement le législateur. Mais que disent ces règles de l'Alberta ou de la Colombie-Britannique? Ils disent qu'il faut une distance minimale de 100 mètres ou 200 mètres de distance entre un puits d'hydrocarbures et un puits d'eau potable. Ce sont des valeurs plus faibles encore que le présent règlement de protection, le RPEP, et dont la distance de 300 mètres en 2013 ou de 500 mètres aujourd'hui fut décriée par nos groupes citoyens. Un peu plus loin, pour les puits